après des années comme celle-ci, qui aimerait quitter cette planète? Levez votre main. Ouais, il y en a beaucoup. Heureusement, il y a quelques opportunités qui pointent le bout du nez. Il y a Mars 1, où vous pouvez aller sur Mars, mais sans ticket retour. Alors, est-ce qu'on a dans la salle des gens qui ont postulé pour Mars 1? Eh bien, plus que ce qu'on pensait, 3 et 4. Donc, juste quelques-uns, mais vous êtes courageux, les gars. Bon, récemment, il y a aussi eu l'annonce de SpaceX qui a annoncé leur plan technique sur comment aller sur Mars. Donc, qui a vu l'annoncement? Levez les mains. Okay, quite some people are Donc, pas mal de gens. Since we already know there's 3 or 4 people who would go. On sait déjà qu'il y a 2-3 personnes qui iraient sur Mars sans rentrer. Donc, qui mettrait sa vie entre les mains d'Elon Musk? Levez les mains. Some more, il y en a quand même quelques-uns de plus. On commence à avoir une colonie se former. Donc, quelle est la différence entre l'aéroport de Berlin et Mars? Les humains vont atterrir sur Mars dans le futur prévisible. Donc, le talk suivant n'est pas seulement sur Mars, c'est sur les 3518 exoplanètes connues et comment choisir la bonne pour une tentative de civilisation. Et on apprendra aussi comment aller là-bas et quelle technologie a encore besoin de plus de recherche. Parce que, comme on le sait, c'est pas le but qui compte, c'est le voyage. L'autre talker nous a déjà donné pas mal de matière à réfléchir sur les talks sur les conférences précédentes. C'est des ingénieurs en astrophysique. Les deux travaillent à l'Institut Mars Planck et les deux travaillent dans le même groupe infrarouge. Et ils ont développé quelques-uns des instruments les plus précieux au monde. Donc, s'il vous plaît, prenez-nous avec dans un voyage interplanétaire, Liz et Peter. Donc, bonjour tout le monde, c'est cool d'être ici, je pense que c'est un des plus grands publics qu'on a jamais eu, donc le plus grand. Donc, merci d'être venu. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de la colonisation interplanétaire et, par extension, donc, la colonisation interstellaire, qui est beaucoup plus dure. Donc, on va commencer avec la question « Pourquoi quitter la Terre ?» La Terre, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est notre planète mère, maison. Donc, elle est constituée d'à peu près de 70% d'eau. Comme vous avez entendu dans le talk précédent, il y a un jet de gravité qui nous va bien, un atmosphère de pression, l'atmosphère est composée d'à peu près 20% d'oxygène. Oui, c'est la seule planète qu'on connaît qui a du Wi-Fi. Donc la Terre, c'est quand même pas mal. Pourquoi la quitter? Et on va commencer par analyser l'histoire passée de la Terre. Donc, surtout que la Terre n'a pas toujours été une planète aussi agréable à habiter. Donc ça, c'est le nombre d'espèces qui a été éteinte par intervalle de temps. Donc ça, c'est un graphique qui remonte à quelques 540 millions d'années. Donc il y a eu 5 grands événements d'extinction majeure. Et vous avez peut-être entendu de quelques-uns. Donc le dernier, c'était quand tous les dinosaures ont disparu de la planète. Donc quelque chose que vous ne savez pas, c'est peut-être qu'on est au milieu du 6e plus grand événement de niveau évolutionnel d'extinction de masse de la planète. Donc, qu'est-ce qui a causé ce 6e? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, le premier grand événement était parce qu'on avait trop d'oxygène. Donc, ça peut aussi se produire à cause de trop peu d'oxygène, des volcans, réchauffement global, refroidissement global, des météores, et plus récemment, l'activité humaine. Bien, donc
on peut dire on est beaucoup plus avancé que les dinosaures, on a la technologie, en principe, on devrait s'en sortir et survivre. On devrait réussir à survivre à tous ces événements majeurs qui pourraient détruire la planète, et qui pourraient nous arriver. Et en fait, à très long terme, on a un plus grand problème. Et ce problème, c'est notre Soleil. Donc, au bout du compte, le Soleil utilisera tout son hydrogène et se transformera en géante rouge. D'abord, toute l'eau bourra et disparaîtra de la planète, ce sera agréable pour personne. Et en fin de compte, l'étoile deviendra tellement large qu'elle absorbera la planète et la grillera. Donc, étant donné que vous êtes au CCC, vous pouvez imaginer ça, qu'on veut faire une sauvegarde à distance de la planète, de l'humanité, avant que la Dans le cloud et au-delà. Alors, dans ce cas, on a une bonne motivation de partir de la planète dans un avenir envisageable. Donc ça nous amène à la question suivante, où aller? Tous dans le public et nos présentateurs précédents, on parlait de Mars, et donc on veut également savoir comment on découvre notre planète. Alors voici à quoi ressemble Mars depuis l'espace, et on pourrait se dire c'est une bonne cible pour nous, c'est assez proche en termes de voyage interstellaire. Si vous voulez avoir une idée de la distance, et on va attendre la dernière présentation de la soirée sur la taille vraiment énorme de l'univers. Alors, ça prendra à peu près 2 ans pour y aller et revenir pour Mars. Mars a également une atmosphère, mais elle est très fine, principalement du CO2. Elle n'a pas de magnétosphère. Elle n'est pas protégée du rayon cosmique. Donc, ça stérilise la surface. Donc, il faudra vivre sous terre. C'est aussi très froid. Donc, bien que Mars soit proche et techniquement la zone habitable de notre Soleil, qui pourrait vouloir dire qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide sur la surface, c'est pas vraiment un endroit confortable pour vivre. Donc, une autre destination que les gens parlent, c'est Europe, donc une des lunes de Jupiter. Et c'est une destination très intéressante parce que c'est un monde océanique, donc toute la Lune est couverte d'eau avec une couche de glace très épaisse. Et c'est une atmosphère d'oxygène quasiment pur. Donc il y a de l'eau, il y a de l'oxygène. Vous dites cool, qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Malheureusement, la température de surface est tellement froide que la glace est aussi dure que du granit. Et il faudrait forer à travers 15 km de glace avant d'atteindre la surface. C'est aussi situé dans les radiations de Jupiter. Donc la radiation de surface est tellement forte que les humains mourraient en quelques heures. Donc pas tellement cool non plus. Et aussi, les monolithes nous disent de ne pas y atterrir. C'est vrai. Mais la chose très intéressante, c'est que ces planètes sont proches et on connaît beaucoup sur elles. La question, c'est comment on sait ces choses. Donc, dans notre système solaire, on peut envoyer des satellites pour orbiter les planètes et des sondes terrestres qui, des fois, s'écrasent, mais des fois se posent bien et nous donnent quelques informations. Donc ça, c'est une image d'une montagne sur Mars qui a été prise par le rover Curiosity, qui est là sur la planète maintenant, qui nous renvoie des données. Donc ça, c'est un selfie de Curiosity. Et une des choses vraiment cool de Curiosity, c'est que c'est un laser énorme dessus qu'il utilise pour vaporiser des pierres et les analyser. Donc on a Curiosity qui est là, et ça c'est le premier spectrum, enfin le premier résultat d'un spectromètre de Curiosity, et on voit la composition des roches. Il y a pas mal de pics. Donc si vous avez des chimistes à la maison, on va voir que ces pics peuvent être correspondent à certains éléments qu'on a sur la Terre, donc aluminium, calcium, etc. Toutes des choses qui seraient très utiles pour des habitants potentiels de Mars, ou juste c'est bien de savoir quelle sorte de vie pourrait vivre sur Mars. Donc, Lise est en train de dire qu'en fait là on est bien et qu'on pourrait faire pousser des patates sur cette planète. Donc par exemple, oui. Ok. Donc, à nouveau, ça nous ramène à notre problème précédent. Donc, le Soleil va finir par envelopper la Terre et faire de Mars un monde désertique. Donc, il faut qu'on aille un peu plus loin que Mars. Donc, ça nous amène aux exoplanètes. Ça, c'est un graphique de détection d'exoplanètes par année depuis les années 80.
Et on peut voir que il y a 30 ans, on ne savait même pas qu'il y avait d'autres planètes dans l'univers autres que dans le système solaire. Et dans les dernières années, on a vraiment appris énormément sur une quantité incroyable d'exoplanètes. Donc nos technologies de détection sont améliorées, sont détectées de différentes façons. Mais aujourd'hui, je vais vous parler que de 2 façons de détection. Donc la vélocité radio et une autre méthode qu'on reviendra tout à l'heure. Donc la première chose que vous devez savoir, c'est qu'une planète n'orbite pas une étoile. Donc en fait, l'étoile et la planète orbitent toutes deux le centre de la masse du système. Donc le gros truc, c'est l'étoile, le petit truc, c'est la planète, et il y a une oscillation aussi de l'étoile. Ce que ça veut dire, c'est si on observe l'étoile qui bouge, il y a un effet Doppler. Donc quand elle se rapproche, la lumière est un peu plus bleue, quand elle s'éloigne, la lumière est un peu plus rouge. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est un signal périodique. On peut analyser ce signal périodique pour avoir plus d'informations sur la distance de la planète par rapport à l'étoile. Donc c'est un moyen très bon pour détecter des planètes, mais vous avez besoin d'un spectrogramme extrêmement précis. Donc les premiers essais utilisaient de l'acide hydrofluorique. Donc là maintenant on utilise des lasers. Donc l'autre façon de détecter des exoplanètes, c'est la méthode transitionnelle. Donc c'est la méthode utilisée par Kepler. Donc ce qu'on fait, c'est de fixer un certain nombre d'étoiles et on attend pour que la planète passe devant l'étoile et on verra une toute petite baisse de luminosité qui va changer. Donc par exemple un transit de la Terre devant le Soleil prend à peu près 13 heures. Donc ça met beaucoup d'années d'observation pour être sûr des résultats. Donc ce qu'on obtient en regardant ceci, en contraste avec la méthode précédente, où on a la masse de la précédente, la masse la fois d'avant, cette fois-ci on a le rayon, mais on n'a pas de quoi elle est faite, la densité et le poids qu'elle fait. Mais sa masse. Mais ce qu'on peut deviner sur le système, une fois qu'on sait à partir de l'étoile et de la lumière qu'elle fait, on peut déterminer si la surface des planètes pourrait avoir de l'eau, et on peut choisir, on peut voir, prendre l'orbite, des choses comme cela, et avoir une idée de la tête du système et si la planète serait peut-être habitable. C'est un exemple d'un premier exemple d'une planète habitable dans une surface habitable d'un système solaire. Et la raison pour laquelle c'est petit, c'est que c'est l'orbite F, qui est globalement comparable à l'orbite de Mercure, et c'est parce que leur étoile est plus faible. Ce qui nous amène à la question suivante. Nous savons que c'est quelque chose qui va près la taille de la Terre, c'est dans une zone habitable, mais est-ce que ça a une atmosphère habitable? Est-ce que ça a des effets de gaz à effet de serre? Comment est-ce qu'on peut savoir ça? Et le problème en utilisant ces planètes qui sont loin de nous sur d'autres étoiles, c'est qu'elles sont très difficiles à capter. Il y a une planète dans cette image, mais si je n'avais pas mis un marqueur, vous ne sauriez probablement pas où elle est. En fait, c'est une planète qui est très loin de son étoile, bien plus loin que l'orbite même de Neptune. Et si on voulait l'observer, une orbite proche de la Terre, elle serait ici. Et donc c'est un facteur à peu près 1 million de fois moins fort en termes de luminosité que l'étoile. Et donc quelque chose qu'il faut savoir pour les télescopes, c'est que plus ils sont gros, plus petit est le motif de diffraction. Donc si on fait un plus gros télescope, on concentre l'étoile et on peut voir les orbites plus faibles. Donc voici le satellite Kepler qui a effectivement détecté la majorité des exoplanètes dans l'univers, qu'on connaît jusqu'à présent. Et bientôt, la NASA va lancer le JWST, qui est un facteur à peu près 6 fois plus grand, donc ça c'est vraiment bien. Et en fait, les Européens ont prévu de construire le télescope extrêmement grand. Ce n'est pas son nom, voici, c'est vraiment son nom. Mais qui aura un plateau de 39 mètres et qui pourra directement étudier les atmosphères des planètes exoplanètes, avec l'espoir de les détecter. Certaines sont habitables. Et si elles ont une atmosphère qui permettrait aux humains de la coloniser. Alors, je vais finir ma section avec le ORI de Kepler. C'est toutes les planètes, les exoplanètes connues de la mission Kepler
dans leurs orbites à échelle. Donc les plus grandes planètes sont à la taille de Jupiter, les autres sont plus petites. Et si vous voulez en savoir plus sur tous ces mondes qu'on connaît en dehors du nôtre, vous pouvez aller voir sur le site de la NASA. Ils ont quelque chose qui s'appelle l'Atlas des Nouveaux Mondes, où on peut apprendre sur toutes ces planètes et toutes ces exoplanètes. Donc, avec ça, je passe la main à Peter qui va vous expliquer comment il faut s'y rendre. Ok, donc comment on va là-bas? Donc ça c'est loin d'être simple. Est-ce que vous connaissez la première règle du Space Club? Est-ce que c'est ne pas... Donc non, c'est l'espace ne coopère pas. Donc on a appris ça de Mark Whitney, qui veut dire que si on fait n'importe quoi avec l'espace, ben, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Donc comme règle générale, il faudrait traiter le vide comme un gaz toxique. Donc à partir de là, après, on peut commencer à construire des choses. Il y a une deuxième règle du Space Club. Ne parlez pas du Space Club. Ne parlez pas du Space Club. Soyez préparés pour à nouveau citer Marc. Donc ça, c'est quelques-uns des sujets sur lesquels vous voulez peut-être penser. Donc déjà, est-ce qu'on devrait envoyer des robots? Est-ce qu'on a besoin de bases planétaires sur la route? Quels sont les aspects sociologiques est-ce qu'on va s'entendre sur ces vaisseaux pendant tellement d'années dans un petit espace? Je ne sais pas, est-ce que mon mari prendrait un vaisseau spatial avec moi pendant 4 ans? Donc, il faut vraiment prévoir votre voyage avec beaucoup d'attention. Donc, c'est rien de nouveau. Donc, même si vous faites quelque chose à l'intérieur de notre système solaire, vous avez besoin de prévoir votre voyage avec beaucoup d'attention. Donc, on a déjà envoyé des sondes vers les exoplanètes. Donc, les premiers concepts remonte au début du XXe siècle. Donc ça, c'est par exemple comment on va de la Terre jusqu'à Mars de manière économique en carburant. Donc on part de la Terre qui est la planète bleue, de la position où elle est sur la slide. Et quand on commence, Mars est dans la position où le cercle ouvert de la slide est, donc le cercle ouvert orange. Mais le moment où nous, on sera parti, on arrivera au niveau de Mars, on sera là où Mars est sur la slide, donc en cercle orange complet. Donc si vous avez plus de temps à disposition, si vous avez envie d'utiliser encore moins de carburant, il y a d'autres options. Donc on a vu dans le talk précédent, on a entendu parler de Rosetta, qui a fait beaucoup de swing-by. Et d'utilisation de la gravité et de l'accélération gravitationnelle des planètes pour ne pas utiliser de propulsant et pour directement avancer de cette manière. C'est accéléré. Donc depuis quelques années, il y a une autre méthode que j'encourage tout le monde de chercher sur Google. Donc c'est l'autoroute interplanétaire, comme on l'appelle. Donc c'est un système de comment on vient de points de Lagrange à d'autres points Lagrange dans d'autres systèmes solaires sans aucun carburant. Donc il faut juste aller sur ces tubes qui sont qui sont ouverts et fermés plusieurs fois. Je suis pas un mathématicien. Donc c'est vous que vous voulez chercher sur Google. Donc ça c'est comment on peut voyager à l'œil. Mais généralement, vous voulez aussi aller vite. C'est-à-dire un peu comme une des fusées SpaceX. Plus ou moins, ouais. Donc SpaceX, c'est pas mal pour Mars, définitivement. C'est des roquettes, donc des fusées chimiques, donc on peut un peu les améliorer, mais si vous voulez vraiment aller loin dans le système solaire, ou alors si on commence à parler de voyage interstellaire, on a besoin d'utiliser d'autres méthodes de propulsion. Donc, regardons ces fusées complètement folles pour du voyage interplanétaire qui ont été déjà proposées avant. Donc, vous allez voir ces designs souvent si vous commencez à regarder un peu le design donc de navette spatiale.
sont quasiment toujours associés. Donc si vous regardez tout à l'avant, on a la charge qui peut être un compartiment pour les humains, du cargo, quelque chose qu'on va envoyer donc dans une colonie dans la ceinture d'astéroïdes ou sur une des lunes ou sur une lune de Saturne. Le grand truc derrière, ce ne sont pas des ailes. On n'a pas besoin d'ailes dans l'espace. Mais on a besoin de se débarrasser de beaucoup de chaleur qui se crée par un réacteur nucléaire qui est tout à l'arrière de ce vaisseau. Donc en fait, ce sont des radiateurs. Et comme l'espace, c'est fondamentalement, essentiellement noir et très froid, 2,73 quelque chose Kelvin, c'est elle l'experte. On peut, de manière efficace, envoyer par radiation tout ce qui est chaud en utilisant ces radiateurs. Tout à l'arrière, donc un réacteur nucléaire. Il y a évidemment des choses comme les moteurs à ions, mais je veux montrer d'abord les idées les plus folles. Alors ici, à quoi le réacteur ressemble, c'est un réacteur à fission fragmentée. Alors on peut voir là, c'est ce qu'il y a à l'intérieur d'un moteur, d'un réacteur, pardon. Et il y a des choses nucléaires au milieu, montrées en verte. Il y a évidemment un modérateur qui est autour pour mettre les neutrons à la bonne vitesse. La partie intéressante ici, c'est qu'on va effectivement utiliser le propulsant en lui-même, le plutonium, combiné avec des aimants à réflexion, combiné avec d'autres particules et de la radiation. Évidemment, il faut que les particules soient chargées par les radiations gamma vont aller dans l'autre sens, donc vous avez besoin d'avoir de la protection pour protéger votre personnel. Ça va assez vite, alors ça fait à peu près 2% de la vitesse de la lumière, et on a également beaucoup d'énergie qui en ressort pour propulser les générateurs thermoélectriques, pour avoir avec cette chaleur supplémentaire pour avoir de l'électricité, etc. Si vous faites de l'interstellaire, ça ne va pas suffire. Il faut avoir des choses de propulsion encore, de l'antipropulsion très précis. Donc on va parler brièvement du projet Orion. C'est un Orion complètement différent que celui de la NASA. C'est l'ancien projet Orion. Alors, à ne pas confondre avec le projet Pluto, c'est encore des choses complètement incroyables. Alors, après 10 voyages sur Internet, je sais de quoi je parle, je pars de loin, vous arrivez dans un marécage de théories conspirationnistes, si vous allez voir par là, n'y allez pas. Alors, voici le projet Orion. L'idée, c'est de nous faire exploser, d'y aller de manière atomique, nucléaire, à les étoiles. Donc on a plusieurs éléments, on a un absorbeur de choc tout à l'arrière, et qu'est-ce qu'on fait? On prend des bombes nucléaires qu'on a dans un compartiment, on les balance par l'arrière, elles explosent, et en fait font avancer le vaisseau à ce moment-là. J'aimerais faire remarquer que c'est l'utilisation le plus raisonnable a priori des bombes nucléaires. Ce serait une très bonne réutilisation de toutes les bombes nucléaires qu'on a à l'heure actuelle. Donc évidemment, vous pourriez peut-être pas vouloir avoir ça sur votre surface si vous voulez partir de la Terre ou de Mars, parce que vos copains qui restent sur la base terrestre ou martienne vont être frits à cause de votre explosion nucléaire. Vous faites ça quelque part où il n'y a personne et vérifiez que personne vous colle au pare-choc. Regardez votre rétro. Est-ce qu'il y a d'autres options? Donc, il y a des moteurs à ions. Donc, c'est des moteurs qui sont utilisés dans des navettes spatiales maintenant, qui utilisent un champ électrique pour accélérer des ions. Donc, c'est peu de propulsion, mais c'est très efficient, très économe en carburant. Donc, ici, on a une fusée, par exemple, Saturn V, qui dure quelques minutes. Donc, mais par contre, si on a un moteur qui peut donner la propulsion pendant des années, on va aller plus vite à la fin. Donc, c'est dans le Nexto qu'on va parler de propulsion laser. Et toutes ces autres choses, on ne va pas en parler maintenant. Parce que, voilà, si vous voulez regarder
allez-y, mais vous allez vite finir dans une mare de théories conspirationnistes. Donc la poussière de fait, c'est quelque chose c'est des moteurs qui donnent de l'accélération constante, mais on n'a aucune idée quelle technologie utiliser pour les moteurs à accélération constante. Donc si vous allez vite, vous avez besoin d'avoir vos boucliers. Donc si vous allez à 20% de la vitesse de la lumière, ou quelque chose dans ce domaine-là, vous devez vous assurer que l'espace n'est pas complètement vide. Donc ça veut dire qu'il y a pas mal de trucs entre les étoiles. Donc ça peut être des molécules, des atomes chargés, la poussière. Donc si vous faites un petit calcul, si vous allez à 0,2 C, vous allez... on aura une érosion d'à peu près 1 cm d'aluminium par année, juste à cause de la poussière interstellaire. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et faire attention. Évidemment, il y a d'autres éléments qui flottent dans l'espace, des micrométéorites, mais qui ne sont pas si fréquentes dans le voyage interstellaire, dans l'espace interstellaire. Mais il y a aussi, c'est aussi quelque chose auquel qu'on a déjà dû gérer par le passé, dans les missions interplanétaires, avec de la Terre à la Lune, par exemple, des choses dans la surface de la Terre. Par exemple, voici à quoi ça ressemble. Voici à quoi ressemble, par exemple, un des boucliers. Donc à gauche, on a un morceau de métal devant qui absorbe le premier impact, et ensuite en dessous, on a une poussière de débris sur le vaisseau en lui-même qui est derrière, où on peut voir des choses comme des formes de métal, sur des choses-là. Il y a effectivement la recherche qui est faite à ce niveau-là, et on se prépare pas mal à ce sujet-là. Mais bien sûr, on veut avoir des choses vraiment bien pour faire ça. Et ensuite, c'est BYOM, amenez votre propre rayon de force. Et donc si vous pouvez mettre un champ de force, ou si on peut mettre un champ magnétique autour de votre vaisseau, vous pourrez mettre du plasma autour du vaisseau, et en ayant on pourrait donc avoir un champ magnétique autour du vaisseau qui renvoierait les choses qui arrivent. N'oubliez jamais ce qu'il y a derrière vous, parce que derrière vous, il y a un réacteur qui essaie de vous tuer à tout moment. Et c'est pour ça, en fait, que cet objet a cette forme un petit peu étrange. C'est pas juste parce que l'artiste trouvait que ça avait l'air bien. Non, en fait, c'est vraiment là que va la radiation mortelle. En fait, c'est un cône, évidemment, autour du vaisseau. Donc, quand on tourne le vaisseau, parce quand on a accéléré pendant 20 ans dans une autre direction, et que dans un moment on change de direction, parce qu'on veut ralentir et décélérer, et il faut qu'il n'y ait personne devant vous, parce que maintenant votre réacteur prend dans cette direction-là. Les particules n'ont pas de problème. Vous n'allez pas vous prendre vos propres particules, mais tous les gens qui sont devant vous vont avoir toute l'explosion radioactive. Donc peut-être pointer votre vaisseau un tout petit peu à côté de la planète où vous avez envie d'atterrir. Voilà, exactement. Et même encore avec tout ça, la seule option pour aller vraiment vite sont ce qu'on appelle les vaisseaux torches, avec des moteurs à accélération constante qui pourraient nous amener à Proxima Centaure en à peu près 7 à 8 ans, 2 vaisseaux. Vaisseau de temps sur Terre, ça serait 10 ans, avec les effets de la relativité rentrent en jeu. Et dans tous les cas, ça prendra du temps. Ça prendra tellement bien qu'il vaut mieux prendre une sieste pendant le voyage. Et on dirait peut-être un peu de la science-fiction, mais c'est vraiment des recherches qui sont en cours par des équipes par des chercheurs médicaux, à la NASA, des entreprises privées aussi. Et voici une illustration de l'artiste pour l'hibernation. Donc l'hibernation pourrait être une option. C'est maintenant utilisé de manière habituelle pour les gens qui ont eu des accidents, où on les refroidit. Et si par exemple, si on refroidit sa température à soit de 37 à 32 degrés Celsius, on réduit son métabolisme, la vitesse de son métabolisme de 70%. Ce qui veut dire à ce moment-là qu'on n'a pas besoin d'amener beaucoup d'eau, de nourriture, d'oxygène sur votre vaisseau. Dernier point. Non, ça ce n'est pas une option pour l'espace. C'est pas du tout une option pour l'espace. Dans l'espace, il y a tellement de choses qui doivent fonctionner pendant une période de temps tellement longue que pour certaines de ces choses, on ne sait même pas comment accomplir ça.
on est en train de parler de voyages de peut-être 100 ans. Donc, je n'ai pas vu un ordinateur qui a marché de manière continue pendant 100 ans, ni un système de propulsion, de système électronique. Donc, si vous avez un vaisseau de ce type, vous avez besoin d'avoir toutes les pièces de remplacement, ou vous avez même carrément besoin d'avoir 2 vaisseaux, ou des capacités sur le vaisseau pour faire ça. Par exemple, miner des astéroïdes pour avoir des nouveaux morceaux pour vos boucliers qui se sont érodés avec le temps. Oui, peut-être quelque chose comme ça. Donc ce n'est pas vous faire peur, ce sont juste les défis qu'on a. On a fait d'autres choses. L'humanité a déjà fait des choses comme mettre des gens sur la Lune. Bientôt il y aura la Lune et il y aura Mars. Mais gardez à l'esprit que cette station très célèbre par le père des fusées, Tchaïkovski, qui disait « La Terre est le berceau de l'humanité, mais personne ne vit dans son berceau pour toujours. » Donc, à un moment, on va arriver à sortir et y aller. Et la question, c'est quand. Mais il y a beaucoup de choses à faire. Et vous êtes toutes les bienvenus à nous rejoindre et à y prendre part. Merci. On a le temps de faire quelques questions, alors approchez-vous du micro si vous avez une question et essayez de les garder les plus courts possibles. Angel du Signal, merci d'avoir des questions d'Internet. Il y a une question de l'Internet. Si vous partez du principe que les moteurs électromagnétiques fonctionneraient et qu'on aura une propulsion raisonnable, comment on pourrait changer le voyage interstellaire? Bonne question, prochaine question. Microphone 1. Si on a de la magie, évidemment, tout marche beaucoup mieux, c'est clair. J'ai une question qui m'a toujours gêné avec le voyage dans l'espace. C'est quoi la raison d'aller vers quelque chose de très loin, alors dans quelque chose qui est maintenant vraiment une zone désertique, et alors au lieu de plutôt vraiment genre se sortir les doigts en tant qu'espèce et pour améliorer quelque chose, enfin remettre quelque chose de bien qui a été prévu pour nous par la nature. Pourquoi est-ce qu'on irait survivre sur un endroit désertique et abîmé si on n'arrive pas à le faire ici? Vous vous souvenez que plus tôt, il y avait le problème que notre soleil allait à la fin, à un certain moment, oui, d'accord, mais alors ça c'est dans vraiment consommer la Terre. Donc, j'encourage pas qu'on sorte pas les doigts en tant qu'espèce pour survivre sur notre propre planète, mais sur le très très long terme, l'exploration spatiale humaine est une nécessité. Il faut qu'on garde toujours les yeux rivés aussi sur le futur lointain de notre espèce, de manière générale. Alors, encore une question? Une dernière question? Micro 4. Vous pensez que le moteur Alcubierre va tout changer? C'est un beau concept mathématique, mais les choses dont on a besoin pour le rendre réel, pour faire une réalité, ne c'est même pas certain que ce soit existe dans la réalité physique. Si on a un moteur warp, mais ça se passera bien, mais désolé, pour l'instant ça ne va pas se passer dans le courant de notre vie, ça je peux vous le promettre. Alors si on arrivait si vous arrivez à construire un warp drive avant la fin du congrès, on vous emmène avec nous. Dernier truc, c'est qu'on a les différentes personnes qui vont parler de l'espace ce soir vont se retrouver à la salle G sur le sofa pour discuter. Ou si jamais vous voulez tous nous rejoindre après minuit, c'est là qu'on sera toutes les personnes qui auront participé à toute la présentation sur l'espace. Voilà. Il s'agissait donc de la traduction du voyage interplanétaire.